Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Dave Saint-Amour. Ça me fait plaisir de vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, Mathieu Landry. Je dois dire que c'est une conférence. On a invité Mathieu en partenariat avec l'ISC. Quand j'avais vu Pierre, j'avais parlé de Mathieu. Il dit oui, oui, on devrait l'inviter, puis on va venir. Puis donc, il y a des gens de l'ISC, il y a des gens de Neurocam, il y a des gens de Psycho. Donc, c'est super. Donc, un petit mot sur Mathieu. Mathieu est nouvellement professeur à l'école, pas au département, à l'école de psychologie de l'Université Laval. Donc, ça fait quand même un petit bout que je connais Mathieu. Donc, son parcours. D'abord, Mathieu est assez. Vous allez voir dans ce qu'il va nous présenter. Il y a une vision assez large de la perception de la cognition avec tous les aspects, allant même philosophique, parce qu'il a quand même commencé en philosophie. As-tu fait un bac Un bac en au philo. complet en philo, ici à l'UQAM? Ensuite, il a fait un bac en psycho. Ici à l'UQAM. Après, il était à la McGill pour faire une maîtrise en sciences cognitives. Il a poursuivi à McGill avec un doctorat en neurosciences toujours autour de la cognition, de la perception, des représentations et surtout des mécanismes neurophysiologiques qui sont sous-jacents avec ça. Donc, avec une belle perspective intégrative qui me plut beaucoup parce que j'ai eu l'honneur d'être d'être membre de son jury de thèse. Donc, c'est là que j'ai connu vraiment Mathieu comme personne, mais aussi comme euh, son potentiel à devenir chercheur, chose qu'il est devenu. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Donc, après, je vais juste finir en disant que Mathieu a fait un postdoctorat à l'École supérieure à Paris, ensuite un autre à l'Université de Montréal. C'est très florissant, ces activités de recherche, et on va avoir un aperçu aujourd'hui. Et donc, merci encore d'être avec nous aujourd'hui, Mathieu. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, donc de revenir un peu. Quoique, je soulignais à Pierre, moi, j'ai jamais été ici. Donc, moi, j'étais à l'époque, on était au DS, exact. Donc, j'aurais envie de dire mes anciens quartiers, mais c'est pas le cas. Ouais. Donc, effectivement, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment, puis c'est à moi que tu faisais l'honneur, David, d'être sur mon jury. Donc, effectivement, aujourd'hui, donc j'ai une programmation de recherche assez large. Puis aujourd'hui, étant donné que je savais qu'il y aurait des gens en sciences cognitives qui seraient présents, ben, j'ai décidé d'axer un peu plus la présentation sur du travail plus technique que je fais. Donc, effectivement, je vais vous parler d'attention volontaire et d'attention involontaire. Donc, je vais vous présenter les résultats de deux études euh, qu'on a complétées, donc des études qui ont été faites en partie durant le postdoctorat, des choses qu'on poursuit présentement dans le laboratoire. Et euh, pour commencer, en fait, lorsqu'on parle d'attention visuospatiale, mais il est question de la façon dont le cerveau est capable de générer des cartes de priorisation mentale. Donc, une carte de priorisation mentale, ça signifie que dans mon champ visuel, lorsque je porte attention à certains aspects de mon champ visuel, une certaine partie de l'espace, je vais prioriser le traitement de cet espace-là. Donc, par exemple, si je porte attention sur un ensemble de stimuli, ben, je vais être en mesure de prioriser une stimulation au-delà des autres. Ça va créer une carte de priorisation. Donc, c'est-à-dire l'attention va prioriser le traitement dans cet espace-là. Maintenant, il faut savoir que la capacité de générer ces cartes de priorisation-là repose pas sur un mécanisme unique. Donc, il n'y a pas une seule façon dont le cerveau est capable de générer ces cartes-là. Il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. Et entre autres, on connaît deux formes d'attention distinctes qui permettent de générer ces cartes-là. Donc, d'une part, on a ce qu'on appelle l'attention volontaire. Donc, cette capacité-là qu'on a à contrôler volontairement nos ressources attentionnelles. Donc, par exemple, en fonction de nos buts, en fonction de nos objectifs. Donc, si on est en train de lire un livre, par exemple, donc on va focuser notre attention sur les pages du livre.
Donc, c'est pas punch d'ailleurs, hein, pour celles et ceux qui suivent euh, et de l'autre côté, on a l'attention involontaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a des stimulations dans l'environnement qui, étant donné leurs caractéristiques, étant donné leur saillance, vont capter notre attention de façon automatique. Donc, par exemple, si quelqu'un tirait l'alarme de feu, présentement, dans la bâtisse où on se trouve, ben, étant donné la saillance de cet événement-là, nos ressources attentionnelles seraient automatiquement, donc involontairement, attirées vers cette stimulation-là. Dans le laboratoire, il existe toutes sortes de stratégies qu'on peut employer pour explorer ces deux formes d'attention spatiale-là. Aujourd'hui, les stratégies expérimentales que je vais vous présenter sont assez simples. C'est ce qu'on appelle des tâches d'indissage spatial où, par exemple, on peut avoir deux emplacements possibles pour une cible. On va ensuite présenter un indice spatial aux participantes, aux participants, qui va leur indiquer où ils doivent porter attention, donc un des deux emplacements. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter la cible ou bien à l'endroit indiqué par l'indice ou à l'endroit opposé, ce qui va donner des essais valides et des essais invalides. De la même façon, on peut étudier l'attention involontaire. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'un des deux emplacements de cible va brièvement flasher à l'écran. Donc, c'est ce qui va produire un événement de saillance, qui va capter l'attention de façon automatique, de façon involontaire. Et même chose, on peut présenter la cible ou bien à l'endroit indiqué par l'indice ou à l'endroit opposé. Donc, on va avoir des essais valides et invalides. Et généralement, ce qu'on observe dans ce type de protocole-là, c'est un bénéfice pour les essais valides au niveau de la performance versus les essais invalides. Donc, une manipulation qui nous permet de mesurer l'effet de l'attention, ce qu'on va appeler l'effet d'indissage spatial. En utilisant des stratégies comme celle-là, donc, et d'autres stratégies, ce que plusieurs groupes de recherche ont observé, c'est le fait que si on compare les effets de l'attention volontaire, donc ce qui parfois prend le nom d'attention endogène, versus l'attention involontaire, donc ce qu'on va appeler parfois l'attention exogène. Donc, si on compare ces deux formes d'attention-là, on va voir des différences marquées qui émergent entre les deux. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une liste qui a été faite dans une revue de littérature qui commence à dater, où on observe ces différences-là. Donc, on a vraiment affaire à deux systèmes, qu'on a des évidences comme quoi les deux systèmes vont opérer d'un point de vue de fonctionnel de façon différente. Donc, ces deux systèmes pour lesquels on a des évidences comme quoi ils sont différents, il est possible de les séparer. Au point de vue cérébral, lorsqu'on regarde les patrons d'activité, on a aussi des évidences qui vont associer les deux formes d'attention à deux réseaux distincts. Donc, on a l'attention qu'on va appeler dirigée par les buts, donc qui est une forme d'attention volontaire, qui va être associée à un réseau dorsal de l'attention, donc qui implique le champ oculaire supérieur et la région pariétale. Et on va avoir l'attention involontaire, qui, elle, va être associée à un circuit ventral, donc la région qui comprend la région temporopariétale ici, et la région latérale préfrontale. Donc, on a des évidences comme quoi les deux systèmes, au point de vue fonctionnel, opèrent de façon distincte. On a certaines évidences, mais ce n'est pas toutes les évidences qui pointent vers ce modèle-là, mais comme quoi au niveau cérébral, les deux systèmes opèrent aussi, au moins en partie, de façon distincte. Donc, c'est ce qui nous amène plusieurs groupes de recherche à dire, ben, lorsqu'on regarde l'attention volontaire, lorsqu'on regarde l'attention involontaire, on aura affaire à deux systèmes qui sont séparables, donc il est possible de les séparer, qui sont de manière générale indépendants, mais néanmoins, et ça, c'est les résultats de plusieurs travaux d'études, mais je pense que c'est ce groupe de recherche-là qui le résume le mieux. Ces deux systèmes qui peuvent interagir ensemble dans certains contextes. Okay? Donc, il n'est pas clair qu'ils sont complètement séparables. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui vise à explorer un peu ces distinctions-là entre les deux formes d'attention et, entre autres, explorer une forme d'interaction qu'on connaît. Donc, dans une première étude, ce qui nous a intéressé, c'est les effets différentiels et les effets communs. C'est-à-dire, si je prends l'attention volontaire, si je prends l'attention involontaire, durant le traitement de l'information visuelle, est-ce que je peux retrouver
des effets différentiels, c'est-à-dire des effets qui sont uniques à chacun? Et est-ce que je peux retrouver des effets communs, c'est-à-dire des effets qui vont regrouper, où les deux types d'attention vont se recouper? Donc, ce travail-là, dans le fond, fait suite à un travail précédent. Donc, ça fait au-delà de 50 ans qu'on étudie l'attention visuospatiale. Il y a vraiment un très large corpus de travail qui a été fait. Entre autres, certaines études ont démontré les effets différentiels dont je parle, donc entre autres en imagerie cérébrale fonctionnelle. D'autres travaux ont montré des interactions, donc ce qui amène la possibilité d'effets communs. Donc, vraiment, nos travaux s'inscrivent dans cette perspective-là. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos participantes et nos participants de faire deux tâches d'attention. Donc, une tâche d'attention involontaire, où on avait deux endroits possibles où une cible pouvait apparaître. Ensuite, un des deux endroits devenait brièvement blanc et redevenait noir, donc ce qui crée un effet, là, en bon français, un flash. OK? Donc, ce qui capte l'attention. Et ensuite, on présentait la cible ou bien à l'endroit indiqué par l'indice ou à l'endroit opposé. Puis la cible, c'était une stimulation comme ça qu'on appelle un gabar, qui est orienté ou bien vers la gauche ou vers la droite. Puis la tâche des participants, c'est d'indiquer l'orientation le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Pour ce qui est de l'attention volontaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté un indice d'attention volontaire. Donc ici, c'est une partie du point de fixation devenait blanc, l'autre partie devenait noire. Puis ça indiquait aux participants où ils devaient porter attention. Et ensuite, on présente la cible ou bien à l'endroit où ils portent attention ou à l'endroit opposé. Et ce qu'on observe, donc c'était pas très surprenant, donc on observe notre fameux effet d'indissage spatial. C'est-à-dire, si on regarde les temps de réponse pour discriminer la cible, donc l'orientation gauche-droite, pour les essais valides versus les essais invalides, ce qu'on observe, c'est un gain, c'est-à-dire les participants sont plus rapides pour discriminer la cible pour les essais valides versus les essais invalides, puis on a un coefficient de régression donc qui confirme l'effet au point de vue statistique d'environ 40 millisecondes. Même chose pour l'attention volontaire, donc on a notre effet d'indissage spatial. Et de façon cruciale, on ne retrouve pas de différence entre les deux formes d'attention. Donc, c'est vraiment important pour nous que, étant donné qu'on va aller observer ce qui se passe au niveau cérébral, qu'au niveau de la performance, on ait réussi à trouver un équilibre entre les deux tâches. Donc, les deux tâches ont un degré de difficulté très, très similaire. Donc, pendant que les participants complètent la tâche, donc on enregistre l'EEG, donc on enregistre l'activité cérébrale à l'aide de l'EEG. Et pour explorer les effets différentiels, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aligné notre G sur l'apparition de la cible. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit durant le traitement à partir de la cible. Puis ensuite, on a entraîné un classificateur. Donc, on a entraîné un algorithme à reconnaître les différences entre l'attention volontaire et l'attention involontaire tout au long du décours temporel. Okay? Donc, ce que je vous montre ici, c'est un peu le pipeline d'analyse qu'on a utilisé. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais l'idée étant que on a isolé des composantes en lien avec l'indissage spatial de l'attention involontaire. Même chose pour l'attention volontaire. Et on entraîne le modèle à reconnaître les effets et à les différencier. Donc, c'est-à-dire, le modèle apprend à nous dire où les deux formes d'attention sont différentes. Et ensuite, on teste le modèle sur un ensemble de données qu'il n'a jamais vu. Okay? Donc, ce que je vous montre ici, c'est le résultat de la performance de notre classificateur, donc qui est aligné sur l'apparition de la cible. Donc, on a ici la performance de notre classificateur. On a le niveau de la chance ici qui est indiqué par un pointillé. Et on a en dessous, donc cette grande ligne-là, c'est les moments dans le décours temporel où le classificateur performe mieux que le niveau de la chance au point de vue statistique. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que notre classificateur est capable de séparer l'attention volontaire de l'attention involontaire tout au long du décours temporel. Donc, on a des différences marquées durant le traitement visuel de l'information. Et lorsqu'on regarde à travers les sujets, les moments où
la performance du classificateur est à son maximal et qu'on fait la moyenne à travers les sujets avec un bootstrap. Donc, ce qu'on voit, c'est que la moyenne de l'effet de classification maximale se retrouve environ un peu en bas de 200 millisecondes. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'en bas de 200 millisecondes, c'est là qu'on retrouve les effets différenciés maximales entre l'attention volontaire et l'attention involontaire. Ensuite, on peut, avec des petites transformations mathématiques, regarder le poids de notre modèle, donc notre modèle qui a appris à reconnaître, à différencier les effets d'attention involontaire et involontaire. Puis on peut regarder ces poids-là à travers le temps, donc les paramètres, et on peut regarder leur topographie. C'est-à-dire que notre modèle, lui, ce qu'il a appris, c'est à différencier les effets sur la base d'une topographie, donc les activations topographiques. Donc, on peut regarder de quoi on l'air cette topographie-là. Puis ce qu'on voit, c'est à 200 millisecondes, on a un patron d'activation contralatéral. Donc, c'est pas très surprenant. Si vous avez suivi le cours de Dave Saint-Amour, ben, vous savez que euh, au niveau contralatéral, on a de l'activité très, très tôt dans le champ visuel. Donc, et c'est là qu'on va retrouver les effets différenciés. Maintenant, pour ce qui est des effets communs, on a adopté une stratégie similaire. Puis ici, je pense que c'est ce qui était intéressant d'utiliser l'apprentissage machine parce que très souvent dans la communauté, si on veut montrer des effets similaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester des statistiques sur deux conditions, puis on va dire, ah, j'observe pas de différence entre les deux. Donc, ils doivent être similaires. Hein? Donc, on interprète à partir du fait qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, le fait qu'ils sont similaires. Mais évidemment, si on avait des philosophes qui pourraient discourir, pourraient nous expliquer comment les enjeux d'interprétation, les enjeux d'épistémologie qui émergent du fait qu'on ne peut pas nécessairement avoir des interprétations très solides à partir du fait qu'on n'a pas pu rejeter l'hypothèse nulle. Donc, si on a adopté une stratégie un peu différente où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on entraîne notre modèle à reconnaître une forme d'attention, donc l'attention involontaire, par exemple, et que cette fois-ci, on va le tester sur l'autre forme d'attention. Hein, donc, notre modèle a appris à reconnaître les effets de l'attention involontaire. Il ne connaît pas l'attention volontaire, il n'y a jamais vu de données d'attention volontaire. Qu'est-ce qui se produit si je le teste dans cette condition-là? C'est ce qu'on appelle la généralisation de l'apprentissage. Est-ce qu'un modèle peut généraliser ses apprentissages au-delà de son corpus d'apprentissage, des données qu'on lui a données? Des données qu'on lui a données, c'est bon. Donc, si c'est, encore une fois, le pipeline d'analyse qu'on a utilisé, ben, de façon très, très sommaire, donc c'est vraiment, on a entraîné notre modèle à reconnaître les effets de l'attention involontaire et on va le tester sur l'attention volontaire. Et on va faire ça tout au long du décours temporel. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est les résultats de lorsqu'on l'a testé sur l'attention volontaire, donc de l'attention involontaire vers l'attention volontaire. Donc, encore une fois, c'est aligné vers la cible. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, notre modèle, qui a été entraîné à reconnaître les effets de l'attention involontaire, se généralise à l'attention volontaire. Donc, si on a un exemple d'effet commun, parce que la raison pour laquelle notre modèle est capable de reconnaître des effets dans l'attention volontaire, c'est qu'ils étaient présents dans l'attention involontaire. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde la moyenne des effets maximaux, on voit que l'effet moyen survient environ 300 millisecondes après l'apparition de la cible. Donc, souvenez-vous, plus tôt, je vous ai dit effet différentiel environ 200. Donc, cette fois-ci, on a un effet plus tardif, donc à 300 millisecondes. Maintenant, si vous connaissez un peu ces modèles-là, donc vous savez qu'on peut faire l'inverse. Donc, étant donné que c'est des modèles linéaires, ce que je teste d'un côté, je devrais le retrouver de l'autre. Donc, c'est ce qu'on a retrouvé, là, sans grande surprise, donc le même effet qu'on corrobore. Donc, à notre première question de recherche, donc effet différentiel, effet commun, donc on retrouve un effet différentiel plus précoce et un effet commun plus tardif. Donc, déjà, on a des évidences comme quoi les deux systèmes opèrent de façon différente très, très tôt et
tendent à converger plus tardivement. Mais la deuxième question de recherche qui nous est venue par la suite, c'est il y a souvent ça lorsqu'on fait des travaux en neurosciences, puis je suis sûr que j'ai des collègues qui pensent un peu à la même chose. Donc, on observe des effets au niveau cérébral, on observe des effets dans le scanner, dans le l'EEG, mais on se demande souvent, ben, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un épiphénomène que j'observe? Est-ce que vraiment ça contribue à l'effet que je vois? Est-ce que, puis, euh, une des raisons, souvent, c'est qu'on peut observer des différences cérébrales qui n'ont pas vraiment d'impact sur le comportement ou qui représentent un autre processus qui est actif durant la tâche, hein, parce qu'on sait que nos tâches n'arrivent pas à délimiter exactement les processus cognitifs qu'on veut. Hein. Généralement, nos tâches cognitives vont nécessiter d'autres processus que ceux qu'on cible spécifiquement. Puis, on a beau avoir tous les meilleurs contrôles au monde, c'est presque impossible d'avoir une tâche parfaite. Donc, ici, nous, ce qu'on on s'est dit, ben, on va essayer de voir si les effets qu'on vient d'observer sont associés au comportement, parce que le comportement, lui, il est un peu garant de l'effet qu'on observe. Hein. Donc, si c'est associé au comportement, on s'est dit, OK, ben, ça sera peut-être probablement pas un épiphénomène. Puis c'est ici que la présentation donc prend une petite tournure intéressante où une des personnes, donc Dave l'a nommé, donc j'ai un parcours un peu éclectique, puis une des personnes qui m'a donné une grosse poussée au début de mon parcours, donc est présente ici, donc Pierre Poirier, qui est prof en philosophie, et Pierre, qui est aussi par ailleurs un spécialiste de la notion de représentation dont je vais parler. Donc si vous avez des questions, en fait, sur ce matériel-là, il faut les poser à Pierre. Donc, euh, mais donc, si la raison que vous allez voir un peu pourquoi je prends cette tournure-là, c'est que euh, donc la notion de représentation, elle est centrale aux sciences cognitives. Donc, faut avouer, c'est un concept pour lequel il n'y a pas de consensus dans la communauté. Il y a beaucoup, beaucoup de débats. Donc, c'est une notion qui suscite énormément de débats. Je pense que de manière générale, euh, et effectivement, il y a certaines personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce que je vais affirmer, puis elles sont malheureusement pas là aujourd'hui, mais je pense qu'on peut dire que lorsqu'on parle de représentation, on va parler de la façon dont le cerveau structure et organise l'information pour la rendre interprétable. Hein? Donc, en bon français, le cerveau, ce qu'il essaie de se faire, c'est se créer un modèle. Donc, ça peut être un modèle du monde, donc un modèle de ce qui se passe à l'extérieur, ou ça peut être un modèle des états internes. Hein? Donc, la perception est tout le temps liée à l'homéostasie, donc on essaie tout le temps de garder cette balance-là en fonction des actions. Donc, la représentation, ce serait cette structure-là, cette organisation-là de l'information qui mènerait à une interprétation qui elle-même serait essentielle à ce qu'on observe lorsqu'on parle de compréhension, donc de la cognition, lorsqu'on parle du raisonnement, lorsqu'on parle d'actions qui sont adaptées à l'environnement. Donc, évidemment, il y a des enjeux importants. Donc, d'une part, au-delà du fait que la notion reste assez floue, mais il y a toute la notion du mécanisme qui est en jeu. Donc, comment est-ce que l'information est organisée dans le cerveau lorsqu'on parle de neurones? Hein? Lorsqu'on parle d'activité nerveuse, donc de décharge, de potentiel d'action. Donc, ici, euh, il existe différentes hypothèses dans la communauté. Une hypothèse que je trouve intéressante, c'est cette idée-là que lorsqu'on parle de représentation, en fait, en quelque sorte, on va parler de perte d'information. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on a un adage qu'on utilise souvent dans la communauté pour dire que la carte est différente du territoire. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si on prend Barcelone, la ville de Barcelone, ou si on regarde une carte de Barcelone, bien évidemment, il y a beaucoup d'aspects de la ville de Barcelone qui ont été éliminés de la carte. Hein, parce que si j'avais une carte de Barcelone qui était identique en tout point, donc qui contenait toute la quantité des informations présentes à Barcelone, ben, ça serait Barcelone elle-même. OK? Donc, nécessairement, une représentation de Barcelone
fait en sorte qu'il va y avoir une perte d'information. Il y a des choses qui vont être perdues. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est garder l'information essentielle, ce qui nous permet de survivre, ce qui nous permet de fonctionner, et éliminer l'information qui est moins essentielle. Donc, lorsqu'il est question d'une carte, donc si on va en vacances, quoique présentement, je pense que les gens qui habitent à Barcelone sont un peu tannés de voir des touristes. Donc, mais si on va en vacances à Barcelone, ok, donc l'information qu'une carte contient, ben, c'est la structure géographique de la ville, donc où se trouvent les différentes rues. Donc, on garde l'organisation spatiale de la ville et on élimine une certaine quantité d'informations. Ok? Donc, c'est le processus qu'on appelle d'encodage, hein, où on va garder certaines informations. Une autre façon de décrire ce processus-là, c'est le processus de réduction de la dimensionnalité. Ok? Donc, c'est un terme technique, mais qui en fait se réfère à quelque chose que beaucoup de gens connaissent dans la salle. C'est cette idée-là que, par exemple, si on prend le QI, bon, on peut prendre un ensemble de mesures. Donc, on a un espace à très, très haute dimension, parce qu'on a plusieurs mesures, et faire une combinaison linéaire de toutes ces mesures-là pour retrouver un seul point sur une dimension qui s'appelle le facteur G. Okay? Donc, on a réduit la dimensionnalité d'un espace multidimensionnel à un espace unidimensionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle la réduction de la dimensionnalité. Et il y a plusieurs évidences lorsqu'on regarde le travail scientifique qui s'est fait dans les dernières années qui tente à supporter cette idée-là que la représentation reposerait au moins en partie sur cette capacité-là qu'on a à trouver les dimensions essentielles, hein, à structurer l'information autour d'un ensemble de basses dimensions. Donc, on passe de très, très hautes dimensions à des espaces de basses dimensions. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais si ça vous intéresse, il y a par exemple le travail de Martin Ebert où ils ont pris des jugements de similarité sur un peu moins de 2000 stimuli. Ils avaient environ 1,5 million d'essais, OK? Et ils ont entraîné un modèle à organiser l'information sur la base de jugements de similarité. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à partir des 1854 stimulations, donc objets qui sont présentés, on peut organiser, donc c'est un espace hautement, en très, très haute dimension, parce qu'il y a au moins 1854 dimensions, mais chaque image contient une pixel, donc chaque pixel contient de l'information. Donc, dépendamment du nombre de pixels, c'est 1854 fois le nombre de pixels. Donc, ça, c'est l'espace dimensionnel à partir duquel on opère. On peut organiser l'information autour de 49 dimensions. Okay? Donc, c'est des évidences qui viennent supporter cette idée-là et on a réussi à reproduire les patrons les comportements des participants. De la même façon, puis encore une fois, je n'entrerai pas dans le détail, mais ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous, mais il y a des hypothèses au niveau cérébral où on peut prendre l'activité cérébrale. Donc, on a, quoi que ce chiffre-là maintenant est remis en question, mais 83 milliards de neurones. Et la plupart sont dans le cervelet, mais on a 83 milliards de neurones. OK? Donc, on a au moins 83 milliards de dimensions. OK? Et l'activité de ces 83 ou 84 milliards de neurones-là semblerait s'organiser autour d'un espace à basse dimension qui viendrait contraindre l'activité. OK? Et ces contraintes-là, elles naissent du fait que, ben, par exemple, pour produire certains comportements, je n'ai pas besoin de tout l'espace des dimensions. Mon comportement se réduit par un court ensemble de dimensions, hein. Donc, par exemple, faire une extension du bras, c'est simplement un petit nombre de dimensions, puis l'activité va fonctionner le long de ces dimensions-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les manifolds, c'est-à-dire, les manifolds, c'est un construit mathématique qui structure l'activité dans un espace à basse dimension. Donc, tout ça pour dire que on peut euh, retrouver la notion de représentation dans un espace à basse dimension. Donc là, si on revient un peu sur nos questions d'attention, ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre EEG où on a 64 dimensions, donc on a 64 dérivations,
Et on a appliqué une stratégie de réduction de la dimensionnalité pour retrouver un espace à basse dimension dans lequel on a projeté nos données. Okay? Donc, de façon plus spécifique, ça ressemble à ça. Euh, les gens qui sont venus faire l'expérience, non seulement ils ont fait des tâches attentionnelles, mais ces pauvres personnes-là qui ont fait des tâches très plates à l'ordinateur, on leur a demandé en plus un effort supplémentaire, donc de faire une tâche où il n'y avait pas d'attention. Strictement la perception visuelle, donc cible droite-gauche. Donc, on a pris les réponses évoquées à chaque essai, okay, qu'on a alignées. On a appliqué une stratégie d'analyse en composantes principales, desquelles on a dérivé trois grandes dimensions. Okay, donc, ça, c'est les topographies des trois grandes dimensions, qui ensemble expliquent environ 90% de la variance. Donc, à partir de trois dimensions, je peux expliquer environ 90% de la variance dans le traitement visuel, donc pas d'attention. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos données d'attention involontaire, on a pris nos données d'attention involontaire et on les a projetées sur ces espaces à basse dimension. Donc ça nous a donné pour chaque essai l'équivalent de, si vous êtes habitué de travailler en EEG, donc de potentiel évoqué. Donc pour chaque essai, j'ai un potentiel évoqué, une réponse évoquée. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos potentiels évoqués, mais qui sont au niveau de l'essai, et on a testé si on avait un effet de médiation, c'est-à-dire on a notre manipulation attentionnelle qui prédit les temps de réponse et on a testé la médiation à travers le potentiel évoqué. Juste pour que ça soit fancy, donc je vous représente le graphique en trois dimensions, mais conviendra avec moi, donc c'est pas vraiment interprétable. Là, en tout cas, moi, j'arrive pas à penser au-delà de deux dimensions, donc je l'ai projeté pour nous aider, en tout cas pour m'aider moi, je l'ai projeté sur une seule dimension. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le coefficient de médiation. OK? Donc à chaque fois que le coefficient est statistiquement significatif, ça veut dire que on a un effet de médiation du potentiel évoqué sur les temps de réponse. OK? Et ce qu'on peut voir, donc déjà pour la première composante, donc on a un effet très, très tôt pour l'attention involontaire, mais on n'a pas d'effet pour l'attention volontaire. Donc souvenez-vous, je vous ai dit, au niveau précoce, il y a des différences qui émergent. Donc on retrouve cette différence-là ici, au niveau de la première dimension. Au niveau de la deuxième dimension, on retrouve un effet précoce pour l'attention involontaire et pour l'attention volontaire, mais voyez-vous, les coefficients vont dans des directions opposées. Donc, on a un effet différentiel. Plus tardivement, on a un effet similaire qu'on retrouve. Et finalement, on retrouve un effet différentiel plutôt pour l'attention volontaire et un effet similaire pour les deux formes d'attention. Okay? Donc, notre effet différentiel qu'on a observé plus tôt et le fait qu'on retrouve ces patrons-là communs, donc la convergence à 300 millisecondes, ben, on a des évidences qui laissent penser que c'est des effets qui ne sont pas simplement des épiphénomènes, mais qui contribuent au comportement qu'on a observé dans la tâche. Et en plus, c'est des effets médiateurs qui sont multidimensionnels, donc qui reposent sur trois grandes dimensions. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les réduire à uniquement un aspect du traitement visuel, on ne peut pas les réduire à une dimension, ou par exemple, si vous faites des potentiels évoqués, c'est pas qu'on réduit le traitement visuel sur la P1, par exemple. Non. Ça veut dire que ces effets-là sont multidimensionnels par nature. Donc, ils n'impliquent pas seulement une dimension. Puis nous, la façon dont, ou l'interprétation qu'on donne un peu à ce résultat-là, c'est euh, à 200 millisecondes, après l'apparition de la cible, généralement, ce qu'on voit dans l'attention, c'est un effet d'amplification. Hein? Euh, il y a des gens là, qui ont suivi mes cours. Là. Ah, je fais souvent ça dans mes cours, donc pour parler d'amplification, entre autres quand je parle de neurotransmetteurs. Ah, puis des fois, il m'est arrivé de me questionner dernièrement si tout le monde sait à quoi je fais référence. Là, tu sais. Parce que avec les appareils et tout, je pense à moins d'avoir une voiture, c'est très rare qu'on tourne le volume comme ça. Mais en tout cas, mais bref, donc l'attention, elle a ce phénomène-là qu'elle augmente le signal. Donc, c'est vraiment un gain qu'on va aller chercher.
Donc, on peut penser que l'effet différentiel très tôt, c'est un effet de gain, c'est-à-dire que chaque forme d'attention va aller chercher son gain de façon différente, mais que plus tardivement, donc ici, ce que je vous montre, c'est un modèle simple de prise de décision là, qu'on appelle un modèle d'accumulation d'évidence où le système accumule de l'évidence à travers le temps et lorsqu'il frappe un certain seuil, lorsqu'il a collecté assez d'évidence, la décision est prise. Et donc, c'est un modèle aujourd'hui qui est assez généralement utilisé dans la prise de décision. Mais on peut penser que notre effet 300 millisecondes reflète un processus comme celui-là. Probablement que les deux formes d'attention convergent vers des systèmes de prise de décision qui sont assez similaires ou les mêmes, là. Il n'y aura pas de raison de dédoubler des systèmes de prise de décision dans le cerveau. Donc, ça, c'est pour première étude. J'avais jusqu'à quand tu peux dire? Ouais, c'est 4 heures. OK, c'est bon. Fait que, j'ai été assez ambitieux dans mon programme. Fait que, euh, donc, ça, c'est pour la première étude. Pour la deuxième étude, euh, on va rester un peu dans le même registre, mais cette fois-ci, on va se tourner vers un effet que tout le monde connaît, c'est-à-dire un effet dans lequel je me retrouvais il y a une semaine, où, euh, comme tout chercheur, euh, j'étais en train de travailler sur une demande de subvention, en train concentré sur ce que j'étais en train de faire, et évidemment survient la fameuse notification du téléphone. OK? Donc, qu'est-ce qui va se produire? Ben, c'est un effet d'interférence. Hein? Donc, un effet de distraction. Donc, un effet qui est bien connu, qui peut être dangereux, hein? En voiture, par exemple. On le sait, la distraction cause, par exemple, l'exemple tragique, tu sais, des conducteurs de camions qui vont être distraits sur leur téléphone, qui vont être distraits. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes. OK? Donc, la distraction, c'est vraiment ce phénomène-là où euh, on est censé être concentré à une tâche, ou en tout cas, on essaie de se concentrer à une tâche, et une stimulation saillante vient interférer. Puis là, au lieu d'opérer de façon indépendante, l'attention involontaire va venir interférer avec les processus de l'attention volontaire. Donc, le protocole expérimental qu'on a utilisé pour explorer cette question-là est très, très similaire à ce que je viens de vous présenter. La logique, elle repose sur cette idée-là que dans une condition, où on n'avait pas de distracteur, donc j'étais en mesure de travailler sur ma demande de subvention. Et dans la condition de distracteur présent, donc j'avais un collègue qui m'envoyait une notification pour aller prendre une bière, par exemple. Donc, on a le distracteur qui est présent. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est notre condition d'attention volontaire. Donc, c'est la même que vous avez vue tout à l'heure. Okay? Donc, on n'a pas de distracteur. On a notre effet d'indissage spatial qu'on retrouve au niveau comportemental. Et cette fois-ci, ce que je vous montre, c'est un classificateur qui est entraîné pour reconnaître les effets d'attention volontaire dans le temps. Okay? Donc, le classificateur est capable de faire le travail, donc reconnaît les effets de l'attention volontaire. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on ajoute un distracteur? Donc, ici, le distracteur, ça va être un indice d'attention involontaire qui va survenir dans le champ visuel opposé. Maintenant, il faut savoir que pour éviter que les participantes, les participants soient constamment en train d'anticiper l'apparition du distracteur, ce qu'on a fait, c'est que de façon aléatoire, à travers tous les essais, le distracteur pouvait une fois sur deux apparaître au même endroit où euh, les participants portaient attention ou à l'endroit opposé. Okay? Donc, ça signifie que, oui, c'est sûr qu'ils peuvent se créer certaines anticipations, certaines attentes, okay? Mais ce n'est pas tous les essais qui, de manière systématique, vont avoir un distracteur dans le champ opposé, dans le champ visuel opposé. Donc, ici, on s'est concentré uniquement sur les essais où il y avait un distracteur dans le champ visuel opposé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le distracteur après